Kaixo denei, salut à tous, c'est Julien, votre guide démarche Erialdé, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage dans l'antre de Bachadioulaine. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour participer aux marches Erialdé, la marche des sorcières ou la nuit de Bachadiaoun en visitant mon site internet erialdé-marche.com. N'hésitez pas à venir à ma rencontre pour en apprendre plus sur mon Pays Basque, sa culture, ses légendes et ses mystères. Bon, gaur, pixkabat mintzatuko gara euskaraz. Ados? Mais nundik dator euskara, eta nola sortu zen. Je vous garde avec moi sur les terres du Pays Basque et on va essayer de répondre à ces questions. Ici, dans nos provinces, nous avons fait survivre l'âme des sorcières, au travers de légendes et de contes qui ont parfois déformé, voire effacé les persécutions réelles qu'elles ont subies au XVIIe siècle. Et on l'oublie souvent, mais les chasses aux sorcières du Pays Basque, elles ont cela de particulier qu'elles s'attaquent aussi à une culture, un héritage préservé et une langue millénaire. Nous allons donc parler de l'euskara, la langue basque. Pierre de l'Ancre, le magistrat de Bordeaux, envoyé en Pays Basque pour arrêter et juger les sorcières du Labour, en 1609, mentionne très souvent la langue basque dans son manifeste, le tableau de l'inconstance, que je vous ai introduit dans le reportage sur le Malleus Maleficarum, et dont je parle plus longuement durant la marche des sorcières. Cette langue qu'il découvre, il ne la comprend pas et ne lui trouve aucune racine latine. Pourtant, au Pays Basque, tout le monde semble la parler et la préserver depuis bien longtemps. Pierre de l'Ancre ira jusqu'à supposer que l'euskara est une langue sûrement créée, inventée pour la sorcellerie, une langue permettant aux sorcières du Labour de continuer leurs maléfices même en plein jour, depuis les bancs de l'église et jusqu'au sommet de la rune. Dans sa chasse aux sorcières, Pierre de l'Ancre se fera accompagner de nombreux traducteurs ou traductrices, que ce soit des religieux, religieuses, ou parfois des sorcières repenties, comme la Mourgui, cette jeune adolescente de 17 ans restée dans l'histoire grâce aux écrits de Pierre. Des personnes qui parfois jettent des Basques en pâture par simple vengeance ou jalousie de voisinage. L'ironie de l'histoire se trouve dans les tout petits détails, car cette langue, incomprise par Pierre de l'Ancre, est en réalité la langue de ses propres ancêtres. Pour comprendre l'euskara, il faut d'abord comprendre son pays et sa place dans le monde. Aujourd'hui, l'euskara est toujours une langue vivante, parlée dans un petit pays, l'Euskal Herria, le pays des Euskaldunak, ceux qui parlent la langue basque. Victor Hugo s'est lui-même passionné pour cette langue et a écrit en 1843 « Au Pays Basque, on est Euskaldun, on parle euskara, on vit euskaldun et on meurt euskaldun. La langue basque est une patrie, je dirais presque une religion. Dites un mot en basque à un montagnard dans ces montagnes. Avant ce mot, vous étiez à peine un homme pour lui. Ce mot prononcé, voilà devenu son frère. » L'euskara est une langue qui s'étend sur les 7 provinces de l'Euskal Herri. 3 provinces prennent leur place sur le territoire nord, Iparralde, le Labour, Lapurdi, la Basse-Navarre, Behe-Nafarroa, et la Soule, Chiberoa. Et 4 provinces sont sur le territoire sud, Hegoalde, la Navarre, Nafarroa, la Biscaye, Biscaya, la Guipuscoa et l'Araba. Même s'il n'a pas le statut officiel de pays, ne vous amusez jamais à faire la distinction entre un Pays Basque français et un Pays Basque espagnol. Ici, nous sommes bien au Pays Basque, le seul et l'unique, et sa langue en est le marqueur le plus incontestable. La langue basque connaît malgré tout ses variantes. Le labourdin, le souletin et le navarrais ne parleront pas totalement le même euskara. Même si tout le monde arrive bien sûr à se comprendre, la langue a ses particularités provinciales. La langue basque a connu diverses attaques à travers les siècles.
Les chasses aux sorcières de 1608 à 1610, dans le Labour et la Navarre, en font partie. L'occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, qui interdira aux Basques de s'exprimer dans leur langue, et surtout la dictature de Franco, en Espagne, qui ne prendra fin qu'en 1975. Plusieurs générations ont ainsi perdu leur langue et ne se la réapproprient qu'aujourd'hui. Depuis les années 70, l'euskara est enseigné aux enfants comme aux adultes pour que la langue ne s'éteigne pas à travers les provinces. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour replacer l'euskara au cœur de son pays. Aujourd'hui, on estime qu'à peine 25% de la population du Pays basque est totalement bascophone. Au Pays basque, nous avons la chance de vivre entre océan et montagne. Et pourtant, lorsque l'on parle de la naissance de l'euskara, c'est plutôt vers la montagne que nos regards se portent. Beaucoup d'historiens et de scientifiques se sont passionnés et interrogés sur cette langue et sur ceux qui l'ont parlée. Dans nos légendes locales, nous aimons beaucoup raconter que c'est ici, dans les grottes du Pays basque, qu'est née notre langue. Beaucoup d'éléments nous ramènent sans cesse à nos grottes. Nos créatures mythologiques vivent toutes, ou presque, dans les grottes. Nos sorcières s'y réunissaient pour danser d'après nos histoires. Et nos contrebandiers les ont aussi fréquentées durant des siècles. Il ne paraissait donc pas impossible que cette langue soit réellement passée dans ces cavités mystérieuses. Et grâce aux diverses recherches menées sur cette langue, la légende et la réalité se sont rencontrées. La langue basque, l'euskara, est une des plus vieilles langues d'Europe, si ce n'est du monde. Un isolat qui a pu se préserver de l'arrivée plus tardive des langues indo-européennes et plus particulièrement du latin, entre autres grâce à la chaîne des Pyrénées. Plus personne ne remet en cause que la langue basque trouve ses racines au cœur de la préhistoire, et donc que l'on parlait déjà une forme plus ancienne de l'euskara dans nos grottes. Les Basques s'approprient très certainement leur langue durant le Paléolithique supérieur, précisément entre moins 50 000 et moins 40 000 ans avant Jésus-Christ. La langue basque existait donc bien avant l'intrusion des langues indo-européennes, aux alentours de moins 3500 avant notre ère. Même si nous ignorons à quoi ressemblait le basque dit archaïque, plusieurs choses permettent d'attester de l'ancienneté de cette langue, comme un cycle des saisons qui ne fait état que de 2 périodes dans l'année, l'été et l'hiver. Urte, qui signifie année en euskara, est un jumeau de ur, l'eau en basque. Urte est donc le cycle de l'eau sur une année, qui ne représente que 2 états de l'eau, le gel et le dégel. Uda sera l'été et Negu sera l'hiver. Uda rejoint Egun, le jour, et Negu rejoint Gaou, la nuit. L'euskara n'a donc pas de mot pour parler du printemps et de l'automne, et c'est encore le cas aujourd'hui. La langue basque s'est adaptée, en parlant de Udaberi, le nouvel été, pour le printemps, et Uda Asken, le dernier été, pour l'automne. Certains mots de la langue basque, toujours utilisés aujourd'hui, nous aident à comprendre sa naissance dans sa forme dite archaïque. L'euskara archaïque était une langue qui imitait tout simplement les sons du quotidien, ceux qui rythmaient la vie de nos ancêtres des cavernes. Prenons quelques exemples. L'eau, celle qui descend de la montagne, traverse les grottes et se perd dans la vallée. Ur est un mot qui imite le bruit de la goutte d'eau qui résonne dans une grotte. Ur, 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 ou simplement le bruit du voyage de l'eau sur les pierres. Ur, 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 ur. Impossible de ne pas parler de fait de cette pierre, Ari ou Aitz, cette pierre que l'on va frotter avec vivacité pour faire naître le feu. Ari, 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 Ari. Et le feu qui naît de cette pierre, Shua, est un feu qui crépite, bien sûr, mais surtout un feu qui souffle doucement et résonne dans les grottes.
Et enfin, le couteau, qui se taillait d'abord dans la pierre, avec le silex entre autres, avant l'âge de bronze. Il reprend justement la construction de la pierre, aisto, imitant encore une fois le bruit de la lame qu'on lime ou qu'on aiguise. Aist, aist, aist. C'est ainsi que pendant la dernière glaciation, qui prend lieu entre moins 13 000 et moins 20 000 ans avant Jésus-Christ, la région basque est devenue le refuge de nombreuses peuplades, entre autres grâce à ses montagnes et ses grottes. Ces populations primitives se sont réfugiées dans la chaîne des Pyrénées durant la glaciation et se sont répandues à travers l'Europe à la fin de ce cycle, emmenant avec elles un patrimoine génétique, mais surtout un patrimoine linguistique et culturel. Les données linguistiques montrent que l'euskara présente des ressemblances grammaticales et lexicales avec plusieurs langues non indo-européennes implantées sur le continent, comme l'ibère ou les langues du Caucase, mais plus étranges avec des langues d'autres continents, les langues paléo-asiatiques, berbères ou même les langues des Premières Nations d'Amérique du Nord, sans toutefois pouvoir affirmer quand, comment et où se sont établies ces relations que l'on penserait improbables. La langue basque a profité de ce climat plus propice pour s'étendre, et elle a d'ailleurs largement dépassé les frontières de l'euskalérie actuelle, avant l'arrivée des langues indo-européennes. Le territoire où l'on parlait l'euskara s'étendait depuis le bord de la Garonne, l'actuel Bordeaux, et jusque dans les Hautes-Pyrénées, l'actuel Tarbes, en passant par le Lot-et-Garonne, le Tarn, la Garonne, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est grâce aux stèles funéraires basques, les barats, que les archéologues retrouvent un petit peu partout sur le territoire que l'on peut en attester. La Garonne servant de frontière. Sur la rive droite, les stèles funéraires sont gauloises ou celtes, alors que sur la rive gauche, on y retrouve des stèles basques, celtes et gauloises, ainsi que des stèles mélangeant parfois les arts graphiques des trois peuples, et même quelques premières formes d'écriture. Les barats, les dolmens, les cromlechs et les cercles de pierre que l'on retrouve un peu partout attestent bien de la rencontre de ces peuples et de leurs tentatives d'invasion. Des invasions qui vont peu à peu repousser la langue basque vers ses montagnes et dessiner son territoire final, surtout avec l'arrivée des Romains. La place que l'euskara a occupée se retrouve aussi dans une autre langue ancienne, le gascon, qui s'étend de l'Aquitaine à l'Occitanie. Le gascon qui est mentionné de trois façons différentes dans les vieux écrits latins. Gascon, vascon et bascon. Basque. Le gascon est bien une branche de la langue basque qui se retrouve encore aujourd'hui dans le nom des lieux de cette région, que l'on appelait la Gascogne. Des noms de lieux finissant très souvent par och, os, ouche, ocht et os. Preuve encore de l'étendue du basque archaïque par le passé. Si le basque a pu se préserver en se resserrant vers les Pyrénées, le gascon, lui, s'est laissé influencer par la langue romaine, créant ainsi une scission. Le gascon peut aussi nous montrer la place que le basque archaïque a tenue, également du côté de l'Espagne, puisque ce gascon s'étendait du nord-ouest de la Catalogne jusqu'aux côtes guipuscoanes de Donostia, San Sébastien. Si la langue basque est un isolat qui s'est préservé grâce à la chaîne des Pyrénées, sa présence dans une région coincée entre montagne et océan lui a aussi permis de voyager. Ikus ditzagun gure euskararen bidaiak. Les Basques, je vous l'ai dit, sont un peuple de la mer. L'une des terres que les Basques ont visitées, essentiellement pour la pêche, à partir de 1525, c'est Terre-Neuve, au Canada. Les Basques prendront l'habitude de s'y installer, durant les saisons de chasse à la baleine et de pêche à la morue, faisant des allers-retours réguliers entre l'Euskalérie et les côtes canadiennes, bien avant l'arrivée de Jacques Cartier, puis Samuel de Champlain, qui coloniseront la région.
Les Basques s'opposeront d'ailleurs à cette colonisation par Samuel de Champlain, qui traversera le fleuve Saint-Laurent en 1603 depuis Terre-Neuve avant de fonder la ville de Québec et le royaume de la Nouvelle-France, la future province du Québec, en 1608, à la demande d'Henri IV. Un conflit qui cache en réalité les vraies raisons de la chasse aux sorcières du Pays basque en 1609. Mais ça, c'est un sujet que je creuse surtout durant les visites de la Marche des Sorcières, où je vous dévoile les ficelles de ces manigances royales. Mais revenons à la langue basque. Aujourd'hui, elle est implantée au Québec à travers l'animal le plus emblématique de la région, l'orignal, qui a été baptisé par les Basques. Cette créature, que les marins basques découvrent, ils vont lui donner le nom d'un animal déjà présent dans nos forêts pyrénéennes, le cerf, oreina, devenant oreinac ou oreignac au pluriel dans la langue basque. Samuel de Champlain, arrivant sur ces terres après les Basques, va retranscrire ce mot à sa manière, puisqu'à l'époque, la langue basque ne s'écrivait pas, ou très peu. Sur les carnets du navigateur, on retrouvera donc l'animal sous l'appellation orignac, qui peu à peu, en Nouvelle-France, puis dans la province du Québec, prendra son nom final d'orignal. La langue basque va même évoluer du côté de Terre-Neuve, faisant naître un pidgin, une langue commerciale permettant la communication entre différentes communautés. Un pidgin que l'on appelle ici le basco-algonquin, une langue qui permettra aux Basques, aux Inuits et aux Iroquois de se comprendre. Les pidgins attestent toujours d'une bonne entente entre les nations, puisque ces langues se créent essentiellement pour les échanges. Les Basques et les Premières Nations du Canada commerceront d'ailleurs en s'appelant mutuellement Anya, contraction de Anaya, frère en Euskara. On peut d'ailleurs noter par exemple qu'il n'y aura jamais de naissance d'un pidgin avec le français au Canada, ce qui d'ailleurs agacera Samuel de Champlain, qui aura bien du mal à faire naître sa Nouvelle-France à cause de cet avantage linguistique que les Basques avaient sur lui. Les traces du pidgin basco-algonquin, on les retrouve encore sur les anciennes cartes de Terre-Neuve, qui mentionnent certains lieux. Punta Mea, la longue pointe, Aingurachar, la mauvaise encre, Balea Randia, la grande baleine, tout comme Miaritse, qui n'est pas sans rappeler Biarritz, et Baye des Biscayés, qui n'est pas sans rappeler Biscaya, le nom d'une des provinces de l'Euskalérie. Tous ces noms qui, aujourd'hui, ont disparu, avec l'invasion anglaise de la Nouvelle-France, à partir de 1759. Si aujourd'hui, nous en connaissons un peu plus sur la naissance et l'influence que la langue basque a apportée, elle n'en reste pas moins mystérieuse. Et c'est ici, dans les grottes, que ce mystère s'entretient. Ici, dans les grottes, où tout semble avoir commencé, avec le bruit de l'eau, le frottement des pierres et le chant lancinant d'un feu.